fait exactement 3 ans que les portes se sont refermées sur le grand dialogue national au Palais des Congrès de Yaoundé après des jours intenses d'échanges entre différentes commissions, un moment présenté par le gouvernement camerounais comme une solution à la crise qui secoue les deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. 3 ans après, où en est-on avec les différentes recommandations, une cinquantaine de recommandations issues des 8 commissions créées ce jour-là. La paix est-elle véritablement de retour? 3 ans au regard de la complexité de la situation sur le terrain ces derniers jours. Certains appellent au renouvellement, une fois de plus, de ce grand dialogue national. Grand dialogue national, justement, 3 ans après, en Watso, c'est la thématique. Les personnes qui s'expriment en langue anglaise vont dire 3 ans après, what next? C'est donc la thématique centrale du débrief de l'actualité de ce jour. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct sur Canada International, mais également sur nos différentes pages Facebook, YouTube et TikTok. Le panel est bien représenté ce soir. Je commence par un des acteurs de ce grand dialogue national, Cyril Sambaka. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes le président de l'AFP. Bonsoir, bonsoir aux panélistes et à tous les téléspectateurs de Canal. Et je rappelle que c'est l'Alliance des forces progressistes. Tout à fait. Comment ça va là-bas? Je pense que l'Alliance des forces progressistes est en train de faire son bonhomme de chemin. Nous nous préparons d'ailleurs à une grande conférence de presse bientôt pour donner nos solutions pour résoudre la crise au Cameroun. Je pense que c'est ça qui est le plus important parce que nous vivons des moments très très difficiles où il y a des problèmes à tous les étages. Et notre rôle, c'est aussi de faire des propositions qui puissent aller dans le sens de l'apaisement et dans le Cameroun retrouvé. Voilà, et Canal 2 sera certainement convié à cet échange-là. Yves Abama, homme politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous qui nous écoutent à la maison, bonsoir aux co-panélistes. Nous sommes heureux de représenter le RDPC sur votre plateau une fois de plus. Je voudrais dire un bonsoir particulier à mes collègues enseignants. Vous savez que demain, c'est le 5 octobre, c'est la journée de l'enseignant. Donc, bonne fête déjà par anticipation aux collègues. Je voudrais particulièrement saluer les collègues du lycée bilingue de Daido, avec qui je serai demain. D'accord, et Canal 2 va certainement vous proposer un plateau spécial demain concernant donc cette fête des enseignants le 5 octobre de chaque année. Lui, c'est un homme politique très bien connu au Cameroun et sur la place médiatique. Il nous vient du Social Democratic Front et c'est un ex-chargé de la communication dans ce parti-là. Je parle en souriant. Jean-Robert Wafo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Lille Piejou, bonsoir à tous mes copanélistes ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je suis curieuse de savoir comment va le SDF actuellement. On regarde tous les remous. Non, mais le SDF est en train de faire SAMU. Vous n'allez pas me demander de rentrer dans les détails. Non, je demande juste comment va le SDF, tout simplement. Vous n'allez pas me demander de rentrer dans les détails. Pas du tout. Mais une chose c'est quoi, c'est que le SDF est là, il est présent, il sera toujours présent et il ira plus fort que jamais. D'accord. Donc voilà, et il continuera d'intervenir sur les grands sujets d'actualité qui préoccupent le quotidien des Camerounais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cyril Sambaka, vous qui étiez au Palais des Congrès de Yaoundé, des choses ont été dites pendant quelques jours. Ça fait exactement 3 ans aujourd'hui. Je lance la première question. Selon vous, c'est quoi le bilan? Je dois d'abord remercier les autorités du pays, notamment le Premier ministre, parce qu'en fait, on m'avait oublié au grand dialogue et je m'y suis quand même rendu. Et j'ai pu, à l'époque, faire entrer dans des commissions 6 autres de mes camarades. Donc, ça veut dire que c'était ouvert, mais parfois, vous savez, les gens qui invitent oublient d'autres. Et notamment, j'ai été très très heureux parce que ça m'a permis
de faire une sorte de comparaison entre la tripartite, qui était celle de 91, et le grand dialogue. Je dois dire que, pour moi, il y a des problèmes d'approche au Cameroun. Les approches ont parfois des difficultés à être bien conçues. Parce que le grand dialogue a eu la volonté vraiment des participants de travailler. Et je dois dire qu'ils ont travaillé. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'on avait fait des restrictions. Et c'est là où part le problème. Moi, par exemple, j'étais à la commission de la décentralisation et on avait l'interdiction formelle de parler du fédéralisme. Tout à fait. Et je pense que je fais toujours la comparaison. J'ai dit à la tripartite, les commissions se faisaient dans la salle, mais nous avons trouvé des commissions avec des dirigeants tout faits. Les bureaux étaient faits, donc ça ne se discutait pas. Et la différence entre les deux, c'était qu'à la tripartite, il y avait des résolutions. Et on avait mis en place un calendrier qu'il fallait suivre. Alors qu'au grand dialogue, c'était des recommandations qui allaient être soumises au chef de l'État. Et dans les limites de ses moyens, il verra ce qu'il peut faire. Donc, à partir de ce moment-là, quand je dis approche, ça veut dire qu'on nous donnait 3 jours. Il faut boucler tout en 3 jours. Mais à la sortie du 3e jour, on ne nous donne pas de calendrier pour la mise en place de ce qui a été arrêté. Donc vous voyez, c'est un problème d'approche. L'approche n'est pas bonne parce que ça va rouler un peu comme la Constitution. On fera progressivement et progressivement, ça va prendre 28 ans. Donc c'est ce que je peux d'abord constater, n'est-ce pas, que l'approche n'était pas bonne. Parce que dès que l'approche n'est pas bonne, il y a des problèmes ensuite. Tout à fait. On va revenir là-dessus. Jean-Robert Wafo, il y a cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On a présenté le grand dialogue comme une grande piste de solution, d'où cette convocation du grand dialogue national entre le 30 septembre 2019 et le 4 octobre 2019. 3 ans après, vous, à votre niveau, est-ce que c'était véritablement une réponse telle que présentée aux problèmes dans nos eaux? Non, premièrement, il fallait qu'il y ait un dialogue. Il fallait qu'il y ait un dialogue national à la suite de ce que nous avons enregistré, n'est-ce pas, dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La preuve, c'est que l'objectif majeur du grand dialogue, c'était de ramener la paix dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était ça l'objectif. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif a été atteint? Je dis non. La preuve, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, que du sang continue donc de couler de ce côté. Il y a toujours des réfugiés, il y a des réfugiés, il y a des déplacés internes et tout. Bon voilà, donc, et moi ça ne me surprend pas parce que, pour emprunter une métaphore médicale, quand le diagnostic n'est pas bon, il ne peut pas avoir de soins adéquats. Une fois que c'est dit, je me dois également la vérité de dire que ce grand dialogue a été piégé. Il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent qu'on n'a pas été floué. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans la dénomination des commissions. Les commissions, oui. On vous parle par exemple de la commission de développement et de la décentralisation et du développement local. C'est le nom d'un ministère. Tout le monde sait très bien que le véritable problème qui a engendré la crise anglophone, c'est la forme de l'État. Ça veut dire qu'au départ, on a fixé qu'on devait travailler uniquement sur la décentralisation. Pourtant, on aurait pu dire commission développement local. Point. Ça veut dire quoi? Comment peut-on aboutir à un développement local? Est-ce en maintenant la décentralisation telle qu'elle est? Est-ce en allant vers une régionalisation? Est-ce alors en allant vers le fédéralisme? Sauf que le sujet du fédéralisme avait déjà été bouclé par le chef de l'État. C'est ce qui m'a poussé dès le départ à dire que ça ne marchera pas. La preuve, c'est quoi? C'est que, je me rappelle à l'époque, j'avais commis une contribution qui est parue dans 4 quotidiens,
C'était paru le jeudi matin, c'est-à-dire après 3 jours de désordre qu'il y a eu au sein de cette commission. Cette contribution était intitulée « Comment la commission de décentralisation et développement local plombe le grand dialogue national ». C'est double page dans les 4 quotidiens. On a vu et on a lu. Voilà, vous avez bien lu. Donc, j'ai énuméré là un certain nombre de freins à la décentralisation pour conclure qu'elle est monnaie, qu'il faut passer à autre chose. Je dis bien à autre chose. Je me rappelle ce matin, quand les journaux ont paru, pratiquement tous les membres de cette commission avaient cela en main. Je me souviens donc du ministre Abouem Achoyi, qui avait fait des remarques positives, n'est-ce pas, sur ma contribution. Bon, mais regardez un peu également ce grand dialogue. Il y a eu des recommandations. Premier piège, comme Sambaka a dit, on n'a pas parlé de résolution, on a parlé donc de recommandations, c'est-à-dire adressées à qui de droit. Il y a des recommandations qui ont été faites. Je prends la commission diaspora. On a dit qu'il fallait une loi pour la double nationalité ou bien les nationalités multiples. Et c'était une bonne mesure, dans la mesure où je suis de ceux qui pensent qu'on doit abroger la loi de 68 sur le code de la nationalité. Parce que, voyez-vous, il y a plusieurs raisons qui militent pour cela. D'abord, le nécessaire ancrage, n'est-ce pas, du Cameroun dans le processus irréversible de la mondialisation, les souffrances des familles, parce que, voyez-vous, Madame Lille Pijou, qu'est-ce qui peut justifier que votre fils, qui va par exemple hors du pays, et qui pour des raisons peut-être économiques, des raisons d'emploi et tout, prend une nationalité autre, celle du pays d'accueil, qu'on vous dise qu'il n'est plus camerounais comme vous. D'accord. Est-ce que c'est normal? Et de 3, le rayonnement également du Cameroun qui passe par la promotion des fils et filles, de ses fils et de ses filles, bien qu'ils aient acquis la nationalité, donc une nationalité autre. Ça, c'est pour la commission diaspora. Maintenant, pour la commission de la reconstruction, donc des réfugiés, des déplacés internes et des réfugiés, il avait été prévu qu'il y ait une loi d'amnistie pour cela. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, 3 ans après? On n'a jamais soumis à l'Assemblée nationale un projet de loi portant amnistie de tous ceux, donc, de nos compatriotes du Nord et du Sud-Ouest qui ont perpétré des actes violents et regrettables. D'accord, on va revenir. Tout ça mis ensemble me conduit à dire que, sauf à être de mauvaise foi manifeste, des choses n'ont pratiquement pas bougé. Yves Abama. C'est-à-dire on a avancé, c'est-à-dire on a bougé sans avancer. En étant sur place. Yves Abama, au regard des 2 opinions des personnes qui étaient au grand dialogue national, on a l'impression que c'est le statu quo. Est-ce que c'est la même analyse à votre niveau? Non, l'analyse ne peut pas être la même. Elle peut pas être la même si on est d'accord sur le fait que actuellement sur le terrain, on ne peut pas dire que c'est la calmie, on ne peut pas dire que c'est une tranquillité. On ne peut pas être d'accord sur le fait que rien n'a bougé. On ne peut pas être d'accord là-dessus. Je voudrais d'abord commencer par l'approche, parce que l'aîné, le doyen Sambaka dit tout à l'heure que l'approche, il y avait un problème au niveau de l'approche. Mais j'ai été heureux qu'il dise lui-même que n'ayant pas été prévu, il a réussi à s'imposer, y compris entre guillemets, y compris à faire entrer dans la salle plusieurs de ses partisans. Donc c'est au moins la preuve que, en fait, c'était très flexible. Il suffisait de vouloir y être pour y être. Maintenant, sur un autre élément lié à la forme de l'État, c'est vrai. On peut penser que le débat sur la question fédérale, la question fédéraliste avait été verrouillé dès le départ, on peut le penser. Sauf que ceux qui étaient dans cette commission, au sortir de là, vous disent que c'est un débat qui s'est imposé à eux. C'est-à-dire sans avoir décidé de débattre là-dessus. S'imposer, même si on savait que c'est juste, on parle pour parler, parce que le chef d'État avait tranché. On ne parle pas pour parler. Souvenez-vous que nous sortions d'un environnement où un candidat a présenté un projet à une élection présidentielle, vous voyez, et il s'est engagé à défendre le projet d'un État unitaire
décentralisé, ces candidats-là, après avoir eu les suffrages des Camerounais, après avoir eu la confiance des Camerounais, ne pouvaient pas revenir remettre cet élément sur la table. Ce n'était pas logique pour lui. Peut-être même que ceux qui lui ont accordé ces suffrages-là ne l'auraient pas compris. C'est de bonne guerre que les opposants jouent à vouloir passer par ces canaux-là pour obtenir peut-être ce qu'ils n'ont pas pu obtenir sur le plan politique. C'est de bonne guerre. Mais il faudra aussi qu'à un moment donné, les gens comprennent que le président Biya est resté fidèle au mandat que ses électeurs lui ont confié. Et vous savez quel a été le pourcentage. Voilà. Donc je voudrais dire que malgré le fait que la question n'était pas à l'ordre du jour, elle a quand même été débattue. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une avancée. Bon, maintenant, sur les questions comme celle de la diaspora, le maire Waf aurait aimé qu'il y ait une loi sur la diaspora. Il a même parlé tout à l'heure d'une loi également d'amnistie. Je voudrais lui rappeler qu'au-delà des lois qui donnent un certain nombre de droits à nos citoyens, à nos frères qui sont de l'autre côté et qui ont acquis un certain nombre de nationalités, il y a des questions juridiques qui se posent. Et ces questions juridiques-là, je vous assure, c'est quand il y a un souci lié à un citoyen qui a obtenu notre nationalité que vous comprenez le revers de la médaille. Donc, apparemment, il faut qu'il y ait une commission qui travaille là-dessus. La commission parlementaire chargée de la diaspora, d'ailleurs, a réceptionné un certain nombre de plaintes des personnes de la diaspora. Et en ce moment, jusqu'à présent, cette commission travaille. Oui, il faut que cette commission travaille. Et c'est un problème très sérieux. Hein. Nous y sommes favorables également. Mais je voudrais sortir de ce problème en disant que nous connaissons quand même beaucoup de compatriotes dans ce pays qui ont des nationalités multiples, mais qui servent le pays au même titre que nous qui avons la seule nationalité camerounaise. De façon officielle, au regard de la participation de cette diaspora dans le développement. Bien entendu, ce serait bien. C'est une preuve d'ouverture au monde. Les Camerounais travaillent en ce sens-là. Les autorités y sont. Peut-être qu'on verra dans quel sens. Maintenant, je voudrais rappeler un autre élément, parce qu'il parlait d'une loi d'amnistie tout à l'heure. Ce qu'il a, je ne vais pas dire oublié de dire, ce qu'il a refusé de dire, c'est que immédiatement dans la foulée du grand dialogue national, plus de 300 prisonniers de la crise anglophone ont été élargis. D'accord? Plus de 300. Nous avons tous vu cela. Et c'est la preuve que le pouvoir était dans la perspective de la détente. D'abord, le pouvoir est toujours dans la perspective de la détente. Un autre élément que le doyen Sam Bakar soulignait tout à l'heure, il dit qu'il aurait été bien qu'on ait des résolutions en lieu et place des recommandations. Mais je voudrais quand même faire remarquer que quand vous voyez le comité de suivi de la mise en place des recommandations du grand dialogue national, vous comprenez que dans la tête du président, dans l'esprit de l'organisateur du grand dialogue national, en fait, recommandation allait un peu dans le sens de résolution. Et il vous souvient que cette commission-là, régulièrement, elle siège, hein, elle constate elle-même ses avancées, ses reculades quand besoin est. Donc, en fait, en réalité, on ne peut pas donner le sentiment que le grand dialogue national a été quelque chose qu'on a voulu faire juste pour, parce que j'ai lu ça, donner des garanties à nos partenaires extérieurs ou pour ci ou pour ça. Non. Oui, quand vous voyez les actes qui se posent sur le terrain, et si vous me donnez plus de temps, je pourrais même les énumérer. Quand vous voyez ce qui se fait sur le terrain, vous vous rendez compte que, en fait, ça a été quelque chose de savamment pensé. Peut-être qu'on n'a pas été d'accord, la classe politique n'a pas été d'accord parce que ils auraient aimé être d'accord sur tout, débattre de tout avant même de s'asseoir. Mais quand vous voyez l'application sur le terrain, vous vous rendez compte que le travail a été pensé, l'implémentation montre que le travail a été pensé. Vous savez qu'on a des partenaires qui nous accompagnent. Ça, c'est bien compris. Voilà. Alors, Cyril Sambaka, il parle d'application. C'était une cinquantaine de résolutions, mais avec la tenue de ce comité présidé par le Premier ministre, on se rend compte que sur la cinquantaine de résolutions, on n'est même pas encore à 10 appliquées sur le terrain. Ça fait quand même 3 ans. Vous êtes généreuse. Vous êtes généreuse. Parce qu'en réalité, il faut comprendre un peu comment les choses se passent au Cameroun et les mécanismes qu'on met en place depuis 1991. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui. Quand on vous dit progressivement, on mettra en place ceci, on mettra cela, il n'y a aucun calendrier. La deuxième chose, c'est que quand vous regardez le grand dialogue national, ça a accouché quand même de quelque chose. Au niveau des institutions, il y a eu des institutions nouvelles. Il y a eu la région. Maintenant, quand vous regardez la région, c'est complètement vide. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, c'est exactement comme quand on est sorti de la tripartite. On a dit il n'y a plus de provinces. C'est maintenant les régions. Parce qu'on a parlé des régions à la tripartite.
Vous voyez, on a mis en place, on a changé tout simplement province en région, mais rien n'a changé. Maintenant, on arrive au grand dialogue, on dit le conseil régional, mais le conseil régional ne fonctionne pas jusqu'aujourd'hui. C'est le lieu d'apporter quand même quelques petites précisions pour qu'on se comprenne bien. Parce que dans la commission où j'étais, c'est-à-dire la commission de la décentralisation, on nous a interdit de parler du fédéralisme. Ce n'était pas un problème. Parce qu'en réalité, quand on connaît le Cameroun, on sait que le Cameroun a été fédéral. Il y avait un côté anglophone, il y avait un côté francophone. Mais quand vous regardez comment ça a été géré, le côté anglophone était décentralisé. Ils connaissaient les communes. Nous, ici, c'était encore les officiers d'état civil, etc., etc. Donc, le côté francophone a connu le fédéralisme centralisé, pendant que le côté anglophone connaissait le fédéralisme décentralisé. Ce ne sont pas ces termes-là qui, aujourd'hui, créent déjà assez de oui, parce que vous voyez, on a l'impression que le fédéralisme est automatiquement la décentralisation. Non. À la base, il y a la décentralisation. Et au-dessus, il y a le fédéralisme. Donc, le fédéralisme est quelque chose qui avait été pensé et discuté depuis 1991. Et on était arrivé après presque un compromis où on disait, bon, on aura des fédéralismes de région. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on veut des collectivités décentralisées, ça veut dire que le gouverneur, le préfet et tout ça agissent a posteriori, pas a priori. Mais on n'a rien bougé. Il y a eu double emploi. On est en train de mettre en place des régions qui, en réalité, vont se cogner la tête avec les régions administratives. C'est le cas qu'on a et même, ils sont allés plus loin. Par l'autorité administrative. Ils sont allés plus loin. Ils ont été même plus vicieux. Pour dire que quand les collectivités territoriales décentralisées ont besoin d'une expertise, ils payent au préfet ou au gouverneur des experts qu'ils vont mettre à leur disposition. Ce n'est plus la décentralisation. La décentralisation, vous travaillez et on vous juge a posteriori. On ne vous dit pas ce que vous avez à faire parce que vous avez été élu par les populations sur la base d'un programme. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir que c'est biaisé. Ce n'est pas cette décentralisation qu'on attend depuis. Celle que nous avons aujourd'hui n'a aucun effet, aucun impact sur les populations. Parce que comment voulez-vous que les populations deviennent des peuples s'ils ne peuvent pas voter, contrôler, sanctionner? Et si tout doit venir. Et vous avez vu comment on les a installés. Tous les gouverneurs étaient habillés de blanc. C'est-à-dire dans la pure tradition de la colonisation. Vous voyez, il y a des signes, il y a des symboles, il ne faut pas oublier cela. Et je peux vous dire que même le ministre de la décentralisation, qui était dans notre commission, a refusé de parler. Certains maires ont eu le courage de parler, mais lui, il a dit qu'il n'a pas encore référé à sa hiérarchie, donc il ne peut pas dire ce qu'on a avancé. Donc, vous voyez, les maires du RDPC, pendant que nous étions en train de dire que la décentralisation doit démarrer au moins à 30%, eux, ils étaient en train de parler de 10%. Même le gouvernement a poussé ça à 15%, qu'il n'a jamais donné. Parce que c'est ça qui est important. Hein. Ce n'est pas de dénoncer, de dire que bon, maintenant il y a les régions, maintenant il y a la décentralisation, on a dit 15%, c'est jamais arrivé. D'accord. Jean-Robert Wafo, Cyril Sambaka parle justement de cette décentralisation. On a présenté la décentralisation, le statut spécial comme des axes majeurs pour l'autonomie de ces régions en crise et un pas vers la résolution de ce qui se passe là-bas depuis près de 7 ans aujourd'hui. Permettez-moi d'abord de revenir, n'est-ce pas, en quelques mots. Sur la forme. Sur la forme et l'organisation de ce grand dialogue. Vous ne pouvez pas, alors que vous savez qu'il y a des donneurs d'ordre, qui sont hors du pays. Il y a des relais à l'interne, donc en interne. Vous ne pouvez pas organiser un grand dialogue sans faire appel à eux. Mais la diaspora était là. Ça veut dire, non, écoutez, on connaît les donneurs d'ordre. Regardez par exemple ce qui s'est passé au Tchad. Les groupes rebelles ont été invités, dûment invités. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils continuent à donner des ordres.
Et la paix ne revient pas. Donc il fallait des garanties. Il fallait des garanties. Lesquelles? Mais les garanties, c'est quoi? C'est un discours du chef de l'État, par exemple, avant ce grand dialogue, où il fait mention de ce que il va acheminer, que le gouvernement va acheminer à l'Assemblée nationale un projet de loi portant amnistie. S'il avait dit avant, il aurait pu apporter des garanties. Et quand M. Abama dit, juste après le grand dialogue, on a libéré certaines personnes, oui, mais j'aimerais lui demander où est Mancho BBC aujourd'hui. Le fait que Mancho BBC soit derrière donne quelque part raison à ceux-là qui auraient dû venir, s'il y avait une loi d'amnistie, qu'il n'y avait pas une sincérité. Et vous ne pouvez pas, on connaît qui sont les belligérants, on connaît qui sont les protagonistes. On aurait dû tout faire. C'est-à-dire le grand dialogue devait être précédé, par exemple, par des rencontres entre le gouvernement d'un côté et, n'est-ce pas, ces leaders séparatistes de l'autre. On a parlé des rencontres qui n'ont jamais été des rencontres officielles. Les rencontres officielles sont toujours précédées de rencontres officieuses. Et à l'époque, je me rappelle des gens, le cardinal Toumi, qui était là, qui bougeait. Il y avait le journaliste Elie Smith, oui. Que malheureusement on n'a pas pu avoir puisqu'il a qui bougeait, qui rencontrait, n'est-ce pas, pratiquement tous ces gens-là. On aurait pu avoir un pré-dialogue. C'est-à-dire, je vais parler de pré-négociation. Et même si ces gens-là disent que pour qu'on s'asseye, que ce soit en terrain neutre, pourquoi pas? D'accord. Parce que rien ne vaut la paix. On ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas de paix. La preuve, la commission de la reconstruction, ils ont, n'est-ce pas, sorti des recommandations. Et à la suite de cela, le président de la République a mis sur pied, a créé un plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des Nozo. Ça ne donne rien aujourd'hui. Rien n'est construit. Que M. Paul Tasson, qui est le coordinateur, nous donne le compte d'emploi. Mais la France a affirmé avoir déposé de l'argent. J'ai dit que M. Paul Tasson, qui est le coordinateur du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement qui nous divulgue le compte d'emploi. Des milliards ont été mis là-bas. Mais pour que ça aboutit à quoi? Pour revenir donc à votre préoccupation concernant donc la décentralisation. Je dis, il y a des gens qui n'aiment pas ce pays. La décentralisation, telle qu'elle est conçue donc, aujourd'hui, je pense, de mon point de vue, que les gens ont intérêt que ce soit maintenu parce qu'ils ont transformé ce concept en leur mamelle nourricière. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? On a présenté la décentralisation comme prenons la décentralisation. Cet ange qui vient délivrer les démons. Non, mais il y a des textes d'abord. Il y a une question de timing. La décentralisation est inscrite dans la Constitution en 1996. La première loi date de 2004, donc c'est 8 ans après. La loi d'orientation de la décentralisation, la loi fixant les règles applicables aux communes, la loi fixant les règles applicables aux régions. Mais M. Sambaka a dit, le président Sambaka a dit que le grand dialogue a accouché des régions. Non. Avant ce grand dialogue, il y avait déjà les régions. Les régions étaient inscrites. Donc étaient inscrites dans la Constitution. Il y a même une loi fixant les règles applicables aux régions. C'est vrai que tout cela après a été compilé dans ce qu'on appelle le Code général de la décentralisation, mais qui n'est pas du tout appliqué. Quelles sont les compétences des conseils régionaux? Les conseils régionaux ont compétence sur le développement économique, sur les travaux publics, sur la santé, sur l'éducation, sur le social, sur la promotion des langues et des cultures nationales. Mais ces conseils régionaux ont été installés. Mais montrez-moi une seule réalisation effectuée par un conseil régional. Ça n'existe pas. Quel est le budget même des conseils régionaux? Ils cherchent encore des sièges. Mais écoute, ils cherchent encore des sièges. Bien plus, Madame Lille Piégeot. Où est la loi portant fiscalité des régions?
vous avez dit que c'est progressivement que les choses se mettent en place. Et justement, c'est ça. Et justement, c'est pour ça que j'avais dit la décentralisation est monnée. Parce que quand vous regardez les principes qui dictent la décentralisation, ces principes sont contenus dans la loi d'orientation de la décentralisation. On vous parle de quoi? On dit que ça obéit au principe de la progressivité. Nous savons tous ici, comme le président Sambaka dit, progressivité au Cameroun signifie sans délai. Au principe de la subsidiarité, de la concomitance et de la complémentarité. D'accord. Mais quand vous regardez très bien, c'est l'État central qui engouffre tout. Prenons le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun. C'est bien compris. Non, madame. Non, c'est bien compris. Je vais vous relancer, oui. Une seconde. Prenons le taux de prélèvement obligatoire au Cameroun. Quand on parle de taux de prélèvement obligatoire, c'est les impôts et les taxes. L'État central, jusqu'aujourd'hui, à lui tout seul, concentre 85,5% du taux de prélèvement obligatoire au Cameroun contre 9,5% à 14 communautés urbaines et juste 2,5% pour 330 communes. Donc, je n'ai même pas intégré Jean-Robert, c'est bien compris. Les conseils régionaux. Donc, vous comprenez bien qu'il n'y a pas une volonté politique de faire avancer cette décentralisation. C'est compris. Pas seulement la volonté politique, mais il y a également les hauts fonctionnaires de ce pays. Je vais vous relancer tout à l'heure. Pour freiner des quatre fers. Yves Abama, on regarde la complexité des choses sur le terrain. Ces derniers mois, seulement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a un regain de violence, de crimes, d'assassinats. Et on a l'impression justement que cette décentralisation, ce statut spécial surtout de ces deux régions, que finalement il y a des choses qui coincent. Pourquoi est-ce que l'espoir qui a été présenté dans le discours du chef de l'État à la veille de ce grand dialogue-là, pourquoi jusqu'à présent les choses ne marchent pas comme on aurait souhaité? Parce que l'unique chose que les Camerounais voudraient voir, c'est qu'il n'y ait plus de guerre dans ces zones du pays. Bon, avant de répondre à votre question, vraiment, permettez-moi, non, ça peut pas être rapidement, c'est tellement important, parce que le maire dit tout à l'heure que il nous met à défi de lui montrer un seul projet qui a été fait par un conseil régional. Et j'ai failli sursauter de ma chaise. Je vous rappelle, Lille, vous êtes journaliste, ce que je vais dire là, vous pouvez aller sur le terrain. Et je profite pour dire un grand bonsoir à M. Zaccheus Elango, le président du conseil régional du Sud-Ouest, parce que je vais parler de lui. Seulement pour les exercices 2021, le Conseil régional du Sud-Ouest a mené à terme 21 projets d'envergure sociale. Je vais vous lister quelques-uns. Je vais parler. On va pas lister. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour lister, pour aller chercher. Vous savez, ne donnons pas le sentiment qu'on vient à la télé pour dire les choses que c'est un peu la réalité est là. Les écoles, les lampadaires placés dans les villages, il y a tout une panoplie de choses qui sont faites. On peut pas venir sur le terrain. Ça participe de l'argumentaire. C'est l'exemplarisation. On ne peut pas passer le temps parce qu'on a un timing. Apparemment, ça vous arrange qu'ils disent que rien n'a été fait. Et vous voulez que ça. Je voudrais justement que vous précisiez, mais sans. Parce que je peux le dire aussi bien pour le nord-ouest que pour le sud-est. Je peux vous le lister. Monsieur Abama, en cette année-ci, 59 projets dans le sud-ouest. Monsieur Abama, déjà... Il faut laisser le parler. Puisque quand vous avez parlé, le discours de la surenchère, venir à la télévision, dire rien n'a jamais été fait. Non, répondez avec un argumentaire, s'il vous plaît. C'est ça que j'essaie de faire, mais vous ne me le permettez pas. Non, donnez les chiffres sans entrer dans les détails. Justement. Voilà, allez-y. Donc, je dis qu'il y a eu 21 projets sociaux menés à terme dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'électrification et même dans le domaine routier. Actuellement, il y a 59 projets. Je parle du Conseil régional du Sud-Ouest. Les populations peuvent aller vérifier sur le terrain. Donc, à un moment donné, vraiment, admettons que peut-être tout n'est pas parfait. Peut-être on n'a pas fait les choses de manière optimale, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Ils sont venus là pour consommer les budgets. Non, ça c'est pas bon. Ça, honnêtement, sur le plan, même pour la politique politicienne, ça ne passe pas. Maintenant, pour revenir à votre question, vous dites que il y a un regain de violence sur le terrain. Vous savez, ce que les sécessionnistes font en brousse, c'est-à-dire qu'ils appliquent un peu un conseil de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Il faut parfois en tuer 1000, en tuer un pour en terroriser 1000. Qu'est-ce qu'ils font? Au moment où ils se rendent compte que les populations se détournent de leur projet et qu'elles recommencent à vouloir vivre une vie normale, alors on sort du bois. On commet des actes effroyables, question de montrer aux uns et aux autres, de maintenir la peur. Vous savez, il faut maintenir les populations dans la peur, leur donner le sentiment que si vous allez dans telle direction qui est celle de l'apaisement, ce sera le chaos.
Et on vit cette ambiance. Et du coup, sur les plateaux, on vient, on relaie, on dit, à cause d'une situation, peut-être qu'il y a eu des attentats sur le terrain, on va dire, oh, rien ne marche là-bas. Non. Ce qui se passe maintenant est sur le terrain, comme attentat, est fait à dessein. C'est fait pour continuer à faire circuler dans l'opinion l'idée que sur le terrain, rien ne s'est calmé, la guerre continue. Or, des choses sont faites. Quand on parle du plan présidentiel, le plan de reconstruction présidentielle, mais je ne sais pas pourquoi les uns et les autres ne prennent pas un certain nombre d'informations avant de venir sur les plateaux. Je vais vous dire que en mai 2022, vous avez vu le représentant du PNUD, vous avez vu le représentant des SABC, vous avez vu même le coordonnateur du plan national de reconstruction, ils sont allés au SABC qui ont donné 1 milliard. Et le coordonnateur du PNUD est venu faire un rapport au SABC de l'exécution des travaux sur le terrain avec l'argent qui a été donné. Il leur a dit que le travail a avancé de 14% d'ici la fin du mois, je pense, de septembre. Oui, 14% sur le terrain. Ben, c'est quelque chose. 14%, c'est quelque chose. Puisqu'on est en train de faire des écoles, je vous donne des informations et les journalistes peuvent vérifier. Il s'agit de refaire des écoles, il s'agit de refaire des centres de santé, il s'agit de refaire un certain nombre de choses qui vont redonner du sourire aux Camerounais. Vraiment, ne laissons pas prospérer la désinformation sur les plateaux juste parce qu'on veut taxer le gouvernement. Non. Les populations ont besoin qu'on leur dise que les gens travaillent sur vous. Il y a un certain nombre de choses qui sont prévues pour vous, qui sont en train d'être faites. Bien compris, Yves. Alors, Cyril, Yves parle des choses qui ont été faites, sauf que jusqu'à présent... Si moi, donne le temps, je peux les énumérer même pendant une heure. On n'a pas le temps pour énumérer, s'il vous plaît. Quand on regarde sur le terrain, on parle de désarmement, on parle de reconstruction, mais il y a que ces séparatistes continuent quand même de dicter leur loi. Jusqu'à présent, le lundi, c'est le ghost town complètement du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a eu la rentrée scolaire avec toutes ces sorties-là de menaces, de boycott et tout, sauf qu'il y a une réalité sur le terrain où, quand vous descendez sur le terrain, vous parlez avec ces personnes-là, la vie, certes, reprend, mais c'est difficile, c'est la peur dans le ventre. Oui, je dois corriger quelque chose. La décentralisation n'admet pas des plans présidentiels. Le président est très loin là-bas à Yaoundé. La décentralisation, c'est les populations. C'est elles qui choisissent, n'est-ce pas, ce qui est prioritaire pour eux. Ce n'est pas le président de la République. Donc, c'est quand je dis les approches, les méthodes qu'on utilise, c'est d'abord là où il y a problème. Parce que tout dans ce pays, c'est le messianisme, c'est le président de la République. Non, le président de la République n'a rien à voir avec la décentralisation. Il a le pouvoir central à gérer. Vous comprenez? Donc, quand on a compris cela, on alloue quoi aux régions? Surtout qu'on a le code sur les collectivités locales. Donc, on doit pouvoir appliquer cela. J'apprends même que le House of Chiefs et tout ça là, on nomme les gens. Vous comprenez? On ne peut pas se départir de cette mauvaise habitude qui veut que ce qui est au niveau central doit être géré au niveau central et ce qui est de la décentralisation doit être géré localement. Bon, quand vous enlevez cela, on est quand même parti au grand dialogue et c'est parce que précisément on refusait de parler de la décentralisation que nous avons dit. D'ailleurs, j'ai un audio de mon intervention au grand dialogue pour dire que si les francophones ne veulent même pas savoir ce que c'est que la décentralisation ni le fédéralisme, alors trouvez quelque chose pour les anglophones. C'est là où est venue donc la proposition du ministre là qui parlait le statut spécial. Le statut spécial. Maintenant, connaissant bien le Cameroun, on a voulu qu'on mette un contenu dans ce statut spécial. On a regardé l'heure et on a dit on a 3 jours ici. Le chef de l'État a donné 3 jours, on ne peut pas excéder cela. Donc vous voyez que pour le bien du Cameroun, on fait le timing en disant que nous ne pouvons pas entrer dans les détails parce que le chef de l'État a donné 3 jours. Vous voyez? Donc maintenant, évaluer le statut spécial que nous ne connaissons pas, nous qui étions là-bas, et que le gouvernement a voulu mettre son contenu dedans, ça pose aussi problème. C'est pour ça que je dis les approches et les méthodes qu'on utilise peuvent déterminer le succès ou l'échec de quelque chose. D'où la nécessité de réfléchir sur un consensus national. Parce que tant que nous n'aurons pas un consensus national, on aura toujours des problèmes. Les réfugiés ne sont pas rentrés. Ceux qui sont partout dans le Cameroun, accueillis, qui vivent dans
des conditions pas très bien. Exécrable. On a fait des reportages là-dessus. Sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a détruit? Qu'est-ce qu'on a reconstruit? On n'a pas reconstruit ce qu'on a détruit. Donc, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui vit au sud-ouest et au nord-ouest dise qu'on n'a rien fait. Parce que la dégradation qu'on a connue là-bas n'est pas réparée. Il y a des choses qui sont faites, mais je vous dis que ces choses n'ont pas l'impact souhaité. N'ont pas l'impact souhaité. En plus, il y a encore un problème d'argent. Parce que vous avez la France qui dit nous avons donné l'argent, le Cameroun qui dit nous n'avons pas donné l'argent. On ne sait pas finalement à quel sein se vouer. Mais toujours, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la solution du problème Cameroun qu'on a vécu au Grand Dialogue. Il n'y a pas de solution avec ce qu'on a vécu au Grand Dialogue. C'est un prélude, n'est-ce pas, à ce qui pourra être demain une solution. C'est pour ça qu'on en appelle au chef de l'État, pour qu'il se rende compte que ce sont des préludes, c'était un prélude. Maintenant, il faut aller donc après une bonne évaluation sincère sur ce qu'il faut faire pour arriver à un consensus national. L'AFP a une idée là-dessus, on va la proposer, mais ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas éternellement continuer à vivre sur un modèle qui n'a pas été pensé par nous-mêmes. Ça n'a pas été pensé par nous-mêmes, on a hérité d'une constitution du colon, des méthodes de travail du colon, mais nous-mêmes, les Camerounais, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment mûrs pour penser un nouveau Cameroun, un Cameroun qui va arranger de consensus, comme on dit. D'accord, ça nous permet justement d'amorcer la dernière ligne droite de ce programme, sans plus revenir sur ce qui est déjà passé. Alors, je préfère centraliser pour éviter les débordements sur ce plateau. Pour avancer, Jean-Robert Wafo, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour un pied d'accélérateur pour qu'aujourd'hui, ça fait quand même 7 ans qu'il y a des personnes qui meurent, il y a des déplacés internes dans toutes les régions du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces recommandations du grand dialogue puissent prendre corps pour aller vers la cohésion sociale et cette paix tant recherchée? Avant de répondre à cette question, dit Peugeot, vous savez, nous sommes sur un plateau extrêmement sérieux, suivi par des millions de téléspectateurs. J'ai mal quand j'entends M. Abamadi, le conseil régional du Sud-Ouest, a fait dans l'électrification rurale. Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît. Jean-Robert Wafo. Non, s'il vous plaît, Yves Maman. Vous avez parlé et c'est bon. Non, s'il vous plaît, vous avez donné l'argumentaire, on a compris. Donc, Jean-Robert Wafo, avançons dans le débat, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. C'était juste pour dire que j'espère que... Non, allons-y. J'espère qu'on a retiré cette prérogative-là à l'Agence nationale de l'électrification. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Et ça rentre dans ses compétences. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il ne faut pas faire dans les faux fuyants. Nos compatriotes anglophones ne sont plus pour la décentralisation. Même le statut spécial, ils ne sont plus là-dedans. J'ai entendu M. Abamadi, il y a un candidat qui a été élu sur un programme de décentralisation et tout. Mais qu'est-ce que vous, au niveau du SDA, vous proposez pour qu'on puisse sortir? Il faudrait le fédéralisme. Il faudrait qu'on instaure le fédéralisme. Parce que le fédéralisme, c'est quoi? Le fédéralisme, c'est le partage des pouvoirs. Le chef de l'État a déjà dit... Non, il ne peut... Il faut travailler sur la décentralisation. Je suis convaincu qu'il y aura la paix, quel que soit le temps que ça va mettre. Il y aura la paix dans ces deux régions. Et les protagonistes vont s'asseoir autour d'une table. Je suis convaincu. Mais sauf qu'ils brandissent la sécession, c'est-à-dire que ça, c'est demander plus pour avoir le minimum. Je ne suis pas pour la sécession. Le SDF n'est pas pour la sécession. Les Camerounais ne sont pas pour la désintégration de leur territoire. Mais je suis de ceux qui pensent, le parti avec, que si on leur propose le fédéralisme, ça va assécher l'idéologie sécessionniste. C'est-à-dire, si on reste dans la décentralisation, il y aura de plus en plus de sympathisants sécessionnistes. Sauf que le débat maintenant, justement, Jean-Robert Wafo, c'est qu'il faut avancer avec cette décentralisation. C'est déjà acté. Qu'est-ce qu'il faut donc mettre pour améliorer cette décentralisation? Une fois que je l'ai dit, et j'ai précisé ce qu'on appelle la différence entre fédéralisme et puis décentralisation. On l'a compris, oui. Maintenant,
comme ils veulent rester dans la décentralisation, qu'on respecte au moins le Code général de la décentralisation, qui a été pondu à l'issue du grand dialogue national. Parce que dit ce Code général de la décentralisation, le minimum de transfert, c'est de 15%. Même dans les budgets qui ne sont que des prévisions, on atteint au maximum 7%, qui sont même d'ailleurs hypothétiques. De deux, l'État central concentre toujours tout sur lui. Qu'est-ce qui peut justifier? Alors que le Code général de la décentralisation de notre dit clairement que ce sont les communes d'arrondissement qui assurent la prise en charge et le recrutement dans les centres de santé intégrés et dans les centres médicaux d'arrondissement. Que ce sont les communes d'arrondissement qui assurent, n'est-ce pas, la prise en charge et le recrutement dans les écoles primaires. Que ce soit les conseils régionaux, qui assurent le recrutement et la prise en charge dans les hôpitaux régionaux. Et ces conseils régionaux assurent le recrutement et la prise en charge dans des lycées. Que ce soit Yaoundé qui continue de nommer les gens là-bas. Que ce soit dans les centres de santé intégrés, que ce soit dans les centres médicaux ça c'est compris. Que ce soit dans les trucs. Et il faudrait également qu'on diminue la présence, la superpuissance, n'est-ce pas, de la tutelle. Je n'ai pas dit qu'elle doit disparaître, mais tout au moins le contrôle doit se faire a posteriori. Aujourd'hui, quand vous faites un budget, on nous dit que le conseil municipal est une entité autonome. Mais quand vous votez un budget, c'est le préfet qui doit, n'est-ce pas, approuver, mettre son visa sur ce budget. Et autre chose. Pour terminer, oui. Et autre chose. Il faudrait qu'au niveau du budget de ce pays, que dans le budget de ce pays, qu'on change de paradigme. Je vais vous prendre un exemple simple. Rapidement. Est-ce que vous savez que dans la collecte des impôts et taxes... Mais vous l'avez déjà mentionné. Non, je n'ai pas fini. Non, je parle du budget au niveau national. Vraiment, en quelques secondes. Ils ont créé ce qu'on appelle un compte séquestre au niveau de la BEAC, où on parque l'argent des collectivités territoriales décentralisées. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'à la base, dès qu'un impôt est collecté, notamment les impôts soumis à péréquation, qui est un logiciel qui répartit cela, et donne la quote-part, n'est-ce pas, des communes là-bas. Parce que toutes les communes sont en pleine tension de trésorerie. Ça, c'est compris. Alors, Yves Abama, est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'est pas temps aussi que les séparatistes qui sont encore en brousse puissent voir que ce comité de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, que les choses marchent réellement pour les amener à sortir de la brousse? Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de mettre un accent là-dessus? Oui, je vais partager une partie de son propos, du propos du maire, quand il réclame une effectivité, par exemple, des 15% alloués. C'est-à-dire que les moyens qui ont été promis aux communes par le Code général des collectivités territoriales décentralisées doivent être donnés parce que les élus locaux ont besoin de moyens pour travailler. Vraiment, à ce niveau, l'État central a un effort à faire. Et c'est un effort qui permettra effectivement aux populations de sentir que, en fait, la décentralisation est autre chose que ce qu'on entend de part et d'autre. Mais je voudrais dire également que, contrairement à une opinion que j'ai entendue ici, la décentralisation c'est pas un paquet vide. Non, c'est pas un paquet vide. Regardez, il vient de parler tout à l'heure de la gestion des écoles. Vous voyez, quand vous dites, par exemple, les lycées, les régions interviennent dans la gestion des lycées au sujet des personnels d'appui. Vous voyez, il y a un certain nombre de personnels que les régions gèrent. Même chose pour les... Non, si, allez, je vous dis la vérité. On va faire le débat là-dessus. Oui, c'est pour... Je vous coupe la parole. Oui, c'est pour... Le recrutement est pris en charge du personnel enseignant. Non, c'est du personnel d'appui. Allez bien relire. Moi, j'ai relu ce code-là. Donc, je voulais dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses à faire, mais il y a certaines qui fonctionnent et qu'on ne peut pas remettre sous le boisseau. Je voudrais sortir en rappelant que
Le Cameroun n'est pas le premier pays du monde à faire la décentralisation. Les gens qui ne veulent plus voir la tutelle, je suis désolé pour eux. Bon, la tutelle même, c'est un abus de dire même tutelle. C'est juste le regard de l'État central. Parce que, pour que quand le gouvernement Sam dit par exemple que la décentralisation n'admet pas de plan présidentiel. Mais attendez, c'est comme s'il enlevait à l'État central les compétences qui lui sont reconnues. D'accord? Le code donne exactement les compétences des CTD et à un moment donné, il y a d'autres qu'on reconnaît à l'État central. L'État central ne peut pas, par exemple, en matière d'infrastructure routière, en matière de construction d'écoles, d'hôpitaux et autres, l'État central ne peut pas... L'accord de l'arrêté depuis Yaoundé, non, c'est pas qu'il a arrêté l'accord depuis Yaoundé. C'est comme cela que ça... Non, c'est comme cela. Mais sauf que l'accord est tenu depuis Yaoundé. Non, c'est comme cela que ça se fait. Peut-être l'accord est trop long, si on va suivre la métaphore. L'accord est peut-être trop long, mais on ne peut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle n'existe pas. D'accord? Donc, l'État sera toujours là. En France, où on aime bien aller copier, je veux faire ce parallèle parce que tout à l'heure, le maire allait chercher l'herbe est toujours verte chez le voisin. En France, où on aime aller copier, vous allez vous rendre compte que le pays est totalement décentralisé, mais on continue à voir les préfets de région, les préfets de département. Juste avec un regard voilà. Là. Alors, pour terminer avec vous, justement, il faudrait remettre un autre dialogue. Il faudrait repenser un autre dialogue. Oui, mais pour sortir. Vous savez, remettre un autre dialogue avec les mêmes méthodes, avec les mêmes approches, nous conduirait à être dans le dialogue permanemment. Ce qu'il faut faire, c'est bâtir un nouveau Cameroun, à partir des Camerounais eux-mêmes. Patrice Lumumba l'avait dit, réécrire notre histoire. Les historiens, nous ne connaissons pas notre histoire. Nous avons des problèmes parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Nous avons l'histoire du Cameroun par d'autres, alors que les Camerounais ont écrit notre histoire et on ne met pas ça en exergue. Nous avons un problème d'éducation. Est-ce que le système que nous utilisons met à profit, n'est-ce pas, à la sortie des écoles, des universités, les apprenants dans le dynamisme du travail? Tous nos ingénieurs sont en train de partir en Angola, ils sont en train de partir au Rwanda, au Canada et autres. Vous voyez? Où ils prennent des nationalités. Donc, en réalité, il faut repenser le Cameroun. Oui. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons nous mettre ensemble pour que nous sortions un consensus national, où tous les Camerounais se sentiront impliqués, où tout le monde, de par sa spécialité, sentira que son pays a besoin de lui et lui, il a besoin de son pays. Le patriotisme doit renaître, parce que nous ne pouvons plus continuer sur des schémas importés. Nous avons suffisamment d'intelligence, nous avons suffisamment de spécialistes dans ce pays pour que, secteur par secteur, nous puissions reconstruire le Cameroun, avoir une nouvelle fondation. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, le consensus national. C'est ça qui va résoudre le problème. Beaucoup. Juste une seconde. Oui. Vraiment une seconde, parce que Colin Souanchon a déjà... Vraiment, on ne délègue pas la fonction présidentielle en situation de crise. J'aimerais que le président de la République invite tous les leaders de partis politiques, invite même les protagonistes, bref, même les leaders séparatistes, qui viennent, qui leur parlent. Au détour, c'est-à-dire que au palais des... Je rappelle qu'il y avait les séparatistes au grand dialogue national. Écoutez, non. Je parle du président de la République lui-même. C'est bien compris. Parce que s'il le fait, il y aura, c'est-à-dire il y aura un regain de patriotisme. D'accord, merci beaucoup. Et même s'il veut déléguer, que tous ceux qui sont autour... aucune fonction présidentielle. Non, écoutez, que tous ceux qui veulent déléguer la gestion de cette crise au Premier ministre, qu'on laisse le Premier ministre, Joseph John Kouté, travailler. Merci beaucoup, qu'on le laisse travailler. Merci beaucoup, messieurs. Non, il n'est pas le seul à vérité. Vous lui mettez les bâtons dans les roues. C'est connu. C'est compris, messieurs, c'est un sujet énorme. On aura l'occasion de revenir sur d'autres pans de ce grand dialogue national. Notre souhait à tous ici, peu importe les différents bords politiques, c'est que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cyril Sambaka, merci d'être venu sur ce plateau. Jean-Robert Wafo, je sais que vous avez beaucoup à dire. On vous invitera également sur ce plateau. Yves Abama, merci également de votre participation. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir. Demain, on l'a dit ici sur le plateau avec Yves, c'est la fête des enseignants et Janice Kamga va faire certainement un plateau en direct de Yaoundé pour vous permettre de comprendre la problématique autour des enseignants au Cameroun avec OTS, non OTS, OTA. Vous aurez tout le dossier qui a d'ailleurs commencé dans le 19h50 qui sera présenté tout à l'heure par Alain Gislain Kanga. J'aurai le plaisir d'être des vôtres de jeudi, plutôt pour une autre série sur le débrief de l'actualité sur Canada International. Merci à Colin Souanchon, Cyril Kayak et toute l'équipe technique mobilisée pour la réalisation de ce programme. À jeudi. Bonsoir.